chronique juridique. Marie-Christine Persol. Marie-Christine, bonjour. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Vous avez passé une bonne semaine? Une très bonne semaine, on a encore un temps clément, donc on profite. Bon, quelques pluies, mais normal et bienvenue. La semaine dernière, vous nous avez dit que c'était l'époque de régler son fermage et je crois que vous avez prévu 2 ou 3 émissions sur la question. Tout à fait. Alors, revoir ce qu'est le statut du fermage, revoir comment payer son fermage et qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, parce que je vois encore des choses interdites. Et puis, concernant éventuellement le droit de préemption qui arrivera en troisième ou peut-être plus tard dans les chroniques. D'accord, pour débuter la situation pratique. Alors, une situation pratique extrêmement courante, j'ai un agriculteur qui exploite un terrain sans avoir signé de contrat, donc nous n'avons pas d'écrit. Est-il soumis ou non au statut du fermage? Telle sera la question. Qu'est-ce que le statut de fermage? Alors, ce statut a vu le jour après la Seconde Guerre mondiale, tout d'abord par une ordonnance de 1945, et puis une loi qui est venue compléter cette ordonnance en 1946. Ces lois, ce statut du fermage qui a été mis en place donc après la Seconde Guerre mondiale, sont intervenues afin de mettre un terme aux abus dont les fermiers étaient victimes, de limiter les prix des baux et surtout d'accorder aux fermiers la sécurité et la stabilité avec des baux de 9 ans renouvelables. Donc ce statut du fermage, ce sont ces baux, pas uniquement ces baux de 9 ans renouvelables. Il a été mis en place dans l'objectif, j'ai dit, de sécuriser le fermier, de protéger et de soutenir les agriculteurs afin d'assurer la souveraineté alimentaire de la France. On en parle beaucoup. Je crois qu'il y a des opérations prévues ce mardi. Donc, ce statut est toujours le pilier du régime juridique des baux ruraux. Et quand je disais pour mettre un terme aux abus dont étaient victimes les fermiers, concrètement, avant 1945, un propriétaire faisait affaire, passait un contrat avec un fermier, attendait que ces terres soient remises en état pour se libérer de son fermier au bout d'un an. Donc on avait de nombreux agriculteurs qui vivaient dans une insécurité totale, qui ne pouvaient pas voir à terme la gestion de l'entreprise. Donc on est venu véritablement sécuriser les fermiers. D'accord, et puis il devait y avoir certainement beaucoup de contrats qui se passaient à l'oral, non? Des contrats qui se passaient à l'oral, des prix qui n'étaient pas encadrés, de la spéculation foncière. Donc, véritablement, on est venu apporter une sécurité aux fermiers, à l'agriculteur qui n'est pas propriétaire d'un terrain, qui est obligé de louer pour exercer son activité. Alors, quand y a-t-il un bail rural? Alors, le bail rural, c'est le contrat par lequel le propriétaire d'un immeuble à usage agricole, par exemple des terres, par exemple des prés, par exemple un bâtiment agricole, ce propriétaire va le mettre à disposition d'un agriculteur pour que celui-ci l'exploite en contrepartie d'un loyer qu'on appelle fermage. On parle du règlement des fermages. Cette définition est donnée par le Code rural, en l'occurrence l'article L 411-1 de ce Code rural. Donc, pour qu'il y ait bail rural, il faudra en premier lieu une mise à disposition. Concrètement, il faut que le propriétaire délivre le bien au locataire. Cette mise à disposition doit être effectuée à titre onéreux. Une petite précision sur le contrat à titre onéreux. Onéreux, on a trop souvent tendance à considérer c'est un échange d'argent, pas uniquement. Le contrat à titre onéreux, c'est le contrat par lequel chacune des parties reçoit une prestation de l'autre en contrepartie et comme condition de son propre engagement. Donc le propriétaire, je l'ai dit, va délivrer la jouissance d'un bien de nature agricole et l'autre, le fermier, va donner une contrepartie, soit de l'argent, mais pourquoi pas, on peut imaginer des denrées,
On peut imaginer que le propriétaire souhaite être payé en stère de bois, pourquoi pas. Donc il y aura une contrepartie. Cette contrepartie, c'est véritablement l'élément prépondérant du contrat de bail rural qui caractérise ce contrat de bail rural. Sans cette contrepartie, il ne peut pas y avoir de bail rural. Si la mise à disposition était faite à titre purement gratuit, il s'agirait alors de ce que l'on appelait précédemment le commodat et qu'on a toujours appelé le prêt à usage, et il ne s'agirait pas d'un bail rural. Et puis, cette mise à disposition doit avoir pour objet un immeuble agricole. Et enfin, il faut que la convention ait été conclue en vue de l'exercice d'une activité agricole. C'est-à-dire que concrètement, imaginons, je suis enseignante, ce qui est en partie mon cas, je suis enseignante, j'ai des chevaux de loisirs à la maison, je loue un terrain à un propriétaire, le statut du fermage sera écarté, sauf volonté contraire des parties qui peuvent très bien consentir un bail rural. Mais de prime abord, la location, la convention qui aurait été conclue entre nous ne serait pas soumise au statut des baux ruraux du fermage, tout simplement parce que je n'exerce pas une activité agricole, j'ai avec mes chevaux une activité de pur loisir. Donc le statut du fermage va recevoir application alors même que le preneur n'exercerait pas une activité agricole à titre exclusif. On parle de double actif. Je travaille dans une banque et en parallèle, j'ai une activité agricole. Dans ce contexte, ce banquier, ce salarié de la banque pourrait bénéficier du statut du fermage dans la mesure où, en parallèle, il exerce bien cette activité agricole. À partir du moment où notre convention réunit les 4 éléments, mise à disposition d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exercice d'une activité agricole à titre onéreux, 4 éléments, à partir du moment où j'ai ces 4 éléments, le contrat dont il s'agit est un bail rural et ce bail rural sera soumis au statut du fermage indépendamment de la qualification que les parties auraient pu lui donner. Là, on a véritablement une règle de droit. La convention sera soumise au statut du fermage. Alors, je vais reprendre la situation pratique du début. Qu'en est-il si un agriculteur ou un propriétaire soutient que le terrain est exploité sans bail? Alors ça, je l'entends fréquemment. En raisonnant ainsi, pardon, on va assimiler le mot bail à un écrit. Or, le bail peut exister sans qu'un écrit n'ait été dressé, ce sous réserve de rapporter la preuve de mes 4 éléments, ceux qu'on a évoqués précédemment. Donc, la validité du bail verbal est reconnue notamment par l'article L411-4 du Code rural. Et ce bail verbal, ce bail oral, sera soumis au statut du fermage. Que prévoit le statut du fermage? Alors, tout d'abord, premier point extrêmement important, c'est un statut d'ordre public. C'est-à-dire, ce sont des règles impératives qui vont s'appliquer, que le propriétaire ait envie ou pas, que le fermier ait envie ou pas. On a un statut d'ordre public, les règles s'appliquent, on ne peut pas faire autrement. Donc, en la matière, le propriétaire et l'exploitant ne disposent pas d'une liberté contractuelle totale pour déterminer les droits et les obligations qui les lient, ce que je disais précédemment. Quelles sont ces règles d'application stricte pour lesquelles les parties ne peuvent déroger? Alors, ces règles d'application stricte, la première concerne la durée du bail, laquelle ne peut être inférieure à 9 ans. Ensuite, ces baux se reconduisent tacitement pour une durée de 9 ans. Première période de 9 ans, et ensuite on va reconduire de 9 ans en 9 ans. Le prix du fermage ne peut pas être fixé librement par les parties,
dans chaque département, systématiquement, chaque année, un arrêté préfectoral vient fixer les maxima et les minima que les parties doivent respecter lors de la conclusion du contrat. Le montant du fermage est donc défini dans le contrat et il va évoluer ensuite annuellement en suivant un indice national. Vous avez une question à poser à Marie-Christine sur cette question que nous venons d'aborder ou sur une autre question de droit, vous n'hésitez pas, contact@42tv.fr. Donc la semaine prochaine, Marie-Christine, la deuxième partie de ce sujet, qu'est-ce que nous allons Oui, aborder? la deuxième partie, donc on a vu ce qu'était le statut du fermage, on va s'en tenir au fermage lui-même, au montant du loyer, et notamment comment revoir annuellement ce loyer, qu'est-ce qui est prévu en la matière. Eh bien, à la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette émission. Bonne semaine, Marie-Christine. Bonne semaine Thierry, bonne semaine à tous. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.